Vous imaginez-vous un monde où des animaux disparus comme le mammouth laineux ou le dodo se promèneraient à nouveau sur Terre? Ce n'est pas de la science-fiction. Nous parlons de désextinction moléculaire, une possibilité de plus en plus réelle. Cela semble fascinant, mais aussi incroyablement complexe. Comment pourrions-nous, en pratique, ramener une espèce disparue? N'est-ce qu'un rêve scientifique? La clé réside dans l'acide désoxyribonucléique, le fameux ADN. Si nous obtenons de l'ADN relativement intact d'un animal disparu, nous pourrions, théoriquement, utiliser des techniques de génie génétique pour l'insérer dans le génome d'un parent vivant proche. Voyez cela comme si nous réparions un plan génétique endommagé. Je vois, nous utilisions l'ADN comme une sorte de manuel d'instruction pour reconstruire l'espèce. Mais où trouvons-nous cet ADN en bon état? Après tout, la plupart des animaux disparus sont morts il y a longtemps. Vous avez raison, c'est l'un des plus grands défis. Les meilleures sources d'ADN anciens sont généralement des restes bien conservés dans des environnements froids, comme le pergélisol sibérien, où des mammouths congelés ont été trouvés. Des progrès ont également été réalisés avec des spécimens conservés dans des musées, bien que la qualité de l'ADN soit généralement moindre. Alors, supposons que nous ayons un fragment d'ADN relativement bon. Comment l'insérions-nous dans le génome d'un animal vivant? Quel animal serait le récepteur? C'est là qu'intervient la biologie synthétique. Il s'agit de modifier le génome de l'animal récepteur, qui est généralement un parent proche de l'espèce disparue, pour qu'il ressemble le plus possible à l'ADN de l'animal que nous voulons faire revivre. Par exemple, pour le mammouth laineux, l'éléphant d'Asie serait le récepteur. Des outils d'édition génétique comme CRISPR sont utilisés, qui fonctionnent comme des ciseaux moléculaires très précis, pour couper et coller des fragments d'ADN. CRISPR? Intéressant. J'avais entendu parler de cette technologie. Mais quand même, cela ressemble à un processus avec beaucoup de variables. Comment garantissons-nous que l'animal résultant soit vraiment comme l'animal disparu et non une simple chimère? C'est vrai, la précision est fondamentale. Nous ne cherchons pas à créer un monstre, mais un individu aussi fidèle que possible à l'original. Pour y parvenir, les génomes de l'animal disparu et du récepteur sont comparés minutieusement en identifiant les différences clés. Ensuite, des techniques d'édition génétique sont utilisées pour corriger ces différences chez l'animal récepteur. Le processus est itératif, avec plusieurs cycles d'édition et de tests pour assurer la précision. Je comprends. Mais même si nous réussissons à créer un embryon génétiquement correct, où l'implanterions-nous? Une éléphante asiatique pourrait-elle porter un mammouth? C'est un autre des grands défis. La gestation est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs, notamment la compatibilité génétique et physiologique entre la mère et le fœtus. Une option pourrait être la gestation artificielle en utilisant des utérus artificiels. Bien que cette technologie soit encore en développement, elle pourrait être la clé pour éviter les problèmes de rejet ou d'incompatibilité pendant la grossesse. Une autre option est l'insémination artificielle chez les éléphants femelles, bien que cela comporte des risques et que le taux de succès puisse être faible. En supposant que tout cela fonctionne et que nous réussissions à faire naître un mammouth, qu'en ferions-nous? Où vivrait-il? Comment s'adapterait-il à un monde si différent de celui que connaissaient ses ancêtres? C'est une question éthique et pratique importante. Il ne s'agit pas seulement de faire revivre des animaux, mais de leur fournir un habitat adéquat et d'assurer leur bien-être. Dans le cas du mammouth, on envisage de le réintroduire dans la toundra sibérienne où il pourrait contribuer à restaurer les prairies et à lutter contre le changement climatique en retirant la couche de neige et en exposant le sol sombre qui absorbe plus de chaleur solaire et empêche la fonte du permafrost. Cependant, cela nécessite une planification minutieuse et des études d'impact environnemental pour éviter des conséquences négatives. Cela semble ambitieux, mais ne serait-il pas préférable de se concentrer sur la sauvegarde des espèces menacées d'extinction aujourd'hui, plutôt que de dépenser des ressources pour faire revivre des animaux qui ont déjà disparu? C'est une critique courante et elle est valable. Mais la désextinction peut aussi avoir des avantages pour la conservation actuelle. Les techniques de génie génétique développées pour la désextinction pourraient être utilisées pour améliorer la diversité génétique des populations en voie de disparition, les rendant plus résistantes aux maladies et aux changements climatiques. De plus, la désextinction pourrait susciter un plus grand intérêt du public pour la conservation et la recherche scientifique. Donc, la désextinction ne consiste pas seulement à faire revivre des animaux, mais aussi à développer de nouveaux outils et connaissances qui peuvent bénéficier à la conservation en général? Exactement. Voyez cela comme un projet de recherche à haut risque, avec le potentiel de générer de grandes avancées dans la biologie, la génétique et la conservation. Mais il est également important d'être conscient des risques et des implications éthiques. En parlant d'éthique, n'y a-t-il pas le danger que la désextinction nous rende moins responsables dans la protection des espèces qui sont en danger aujourd'hui? Pourrions-nous penser que, si elles s'éteignent, nous les ferons revivre? C'est un risque réel et il est important de l'éviter. La désextinction ne doit pas être considérée comme une excuse pour l'inaction en matière de conservation.
Au contraire, elle doit être une incitation à redoubler d'efforts dans la protection de la biodiversité. Il est essentiel de communiquer clairement que la prévention de l'extinction est toujours la meilleure option et que la désextinction n'est qu'un outil complémentaire pour des cas très spécifiques et avec une évaluation minutieuse des risques et des bénéfices. Je comprends. La désextinction est donc un outil puissant, mais elle s'accompagne aussi d'une grande responsabilité. Quelles autres espèces sont envisagées pour la désextinction? Outre le mammouth, plusieurs espèces ont été proposées, comme le dodo, le tigre de Tasmanie, le quagga et le bouquetin des Pyrénées. Chaque présente ses propres défis techniques et éthiques. Le dodo, par exemple, est un oiseau disparu il y a relativement peu de temps, ce qui signifie qu'il pourrait y avoir de l'ADN en meilleur état disponible. Le tigre de Tasmanie, en revanche, est un marsupial, ce qui complique la gestation et le développement de l'embryon. Et selon vous, quel est le principal obstacle à la désextinction en général? La technologie, l'éthique ou la logistique? Je pense que c'est une combinaison de tous ces facteurs. La technologie est encore en développement et nous devons améliorer la précision et l'efficacité des outils d'édition génétique. L'éthique soulève des questions difficiles sur notre responsabilité envers le passé et l'avenir. Et la logistique implique d'énormes défis dans l'obtention d'ADN, la gestation d'embryons et la gestion des populations réintroduites. C'est un domaine fascinant, sans aucun doute. Un domaine qui pourrait changer notre relation avec la nature, pour le meilleur ou pour le pire. Que diriez-vous à quelqu'un qui est sceptique quant à la désextinction? Je lui dirais que je comprends son scepticisme. C'est un sujet controversé et il y a de nombreuses raisons d'être prudent. Mais je lui dirais aussi que la science a le potentiel de faire des choses incroyables et que la désextinction pourrait en être une. Il ne s'agit pas de jouer à Dieu, mais d'utiliser nos connaissances et notre technologie pour réparer certains des dommages que nous avons causés à la planète. Mais toujours avec responsabilité, éthique et transparence. Je suis d'accord avec vous. C'est un débat important et il est essentiel que la société y participe. La désextinction n'est pas seulement un sujet pour les scientifiques, mais pour nous tous. Exactement. Et pour continuer à explorer ces sujets fascinants, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et laissez-nous vos commentaires avec des questions ou des suggestions pour de futures vidéos. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils se joignent à la conversation. Aidez-nous à atteindre plus d'explorateurs comme vous.